Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Donc, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet aujourd'hui, je vais vous présenter une marque canadienne. J'aurais vraiment aimé ça, la connaître moi personnellement, même pour mon premier, donc ça me fait plaisir de vous la partager aujourd'hui. Et on va parler aujourd'hui de lait. Donc, vous me suivez, ça fait un petit moment, ma fille n'est pas une grande buveuse de lait. Mais avec cette formule-ci, non seulement elle boit plus, mais avec appétit. Fait qu'on se dit que c'est pas juste une poussée de croissance, là, c'est vraiment qu'elle aime ce lait-là au goût et avec toutes les propriétés qu'elle a, moi aussi je l'aime. Donc ça fait un petit peu plus d'1 mois qu'on l'utilise à la maison et on l'aime pour plusieurs raisons. La première, c'est son coût. Donc ça nous coûte vraiment beaucoup moins cher qu'avec l'autre formule. La seule formule qui fonctionnait à date pour Octavia, c'était la plus dispendieuse sur le marché et celle-ci est pratiquement la moitié du prix. C'est une formule complète qui est facile à digérer. Dans tout ce qu'elle intègre, là, on va parler de vitamines, de calcium, de fer, de lipides pour faciliter la digestion, de fibres pour la santé intestinale. Donc ça, c'est tous des critères qui étaient super importants pour nous parce que notre petit bébé a une santé intestinale plutôt difficile comme sa maman pour le moment. Donc ça remplissait vraiment tous les critères. Le critère le plus important, évidemment, c'était que ce soit sécuritaire, donc ça satisfait et même ça dépasse les critères qui sont déjà rigoureux ici au Canada, donc mais pas juste au Canada, mais également mondialement. J'en ai parlé dans une vidéo TikTok où je montrais aussi que la cuillère, le manche est très long, donc ça l'évite d'avoir les doigts tout pleins de petits laits, de petites poudres de lait quand on vient de finir de faire le biberon. Et aussi, la mesure est plus petite, donc ça me permet de faire en fait un biberon avec une mesure qui est exacte, mais aussi vraiment selon les besoins de ma fille qui ne sont pas nécessairement toujours en onces, mais plus en ml finalement. Mon dernier point que j'aurais même pu dire d'entrée de jeu, en fait, l'approvisionnement. Donc, première des choses, nous, on a reçu notre colis avec nos 6 cannes de lait super rapidement. Mais non seulement ça, c'est aussi un produit très fiable niveau approvisionnement. Donc, moi, je voyais là, les parents pendant un peu avant ma grossesse, là, mais aussi pendant ma grossesse, qui avaient vraiment de la difficulté à s'approvisionner en lait. Ils cherchaient dans les pharmacies, dans les Walmart, dans tous les magasins sans les trouver, même sur Marketplace. Moi, le Marketplace, ça a été... C'était trop pour moi. J'étais tellement stressée. Ça a été un des facteurs pourquoi j'ai mis plus d'efforts dans mon allaitement. Mais bon, comme vous savez, ça fonctionne pas, l'allaitement pour moi. Donc, j'ai arrêté de me battre contre mon corps et on est retourné tout simplement vers le biberon, un choix qui nous convenait vraiment. Moi, j'adore les biberons. Et avec cette formule-ci qui peut approvisionner tout le pays en 7 jours de production, moi, sérieux, ça a été un critère super important pour nous qui a fait qu'on est allé vers le choix de cette formule-ci. Je suis certaine de ne pas être la seule dans cette situation-ci, donc si jamais vous voulez l'essayer, vous aussi, vous allez avoir mon lien dans la caption de cette vidéo-ci avec tous les détails pour pouvoir commander ce produit-ci et en faire l'essai à la maison. Vous reviendrez sur cette vidéo pour me dire comment ça a été et comment vous avez trouvé la formule. Donc, j'avais posé la question sur Instagram en tant que nouveau parent ou parent expérimenté, ce serait quoi le conseil que vous auriez aimé avoir au début de votre parentalité? J'ai eu beaucoup de réponses, plusieurs se ressemblent ou se complètent, donc vous allez peut-être retrouver votre réponse, peut-être qu'elle va avoir été modifiée un peu, c'est tout simplement parce que vous n'étiez pas la seule personne à m'avoir répondu ça, donc on va y aller et je vais vous donner un peu mon feedback par rapport à tout ça. Donc, le premier conseil que j'ai reçu, c'est ne pas hésiter à demander de l'aide. Souvent, on ne le fait pas parce que notre entourage ne l'offre pas d'emblée ou on ne veut pas déranger. En réalité, beaucoup de gens sont dispo et prêts à donner un coup de main. Demander de l'aide. Moi, ça a été le jour et la nuit entre mon garçon et ma fille. Mon garçon, j'étais nouvellement maman. Là, je me lançais sur TikTok aussi pour en parler parce que je ne trouvais tout simplement pas d'informations. À ce moment-là, TikTok, c'était pas... il n'y avait pas beaucoup d'experts qui parlaient sur la plateforme. C'était beaucoup plus des créateurs comme le commun des mortels, vous et moi, qui parlaient. Donc, je commençais là-dedans. J'avais vraiment... un peu le syndrome d'imposteur de faire ça parce que je donnais des conseils alors que j'étais en train de l'apprendre. C'était super confrontant pour moi parce que justement, je me faisais répondre
à tort et à travers. Je me faisais donner des conseils non sollicités, mais en même temps, je m'exposais un peu à ça en étant sur les réseaux sociaux et en parlant de ça sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai fini par apprendre de tout ça, mais toujours est-il que ça m'a quand même créé une grosse carapace en me disant je suis capable tout seul, j'ai pas besoin de personne, même pas de mon chum. Par moment, pas que je l'excluais, Tristan a toujours eu son mot à dire dans notre parentalité et tout ça, mais plus dans le sens, quand j'avais besoin d'aide, j'excluais tout le monde et je me disais non, je vais être capable, je vais être capable, je vais être capable. Ce que j'ai beaucoup appris, justement, au fur et pendant le 3 ans de Mathéo et en tombant enceinte à nouveau, ça a été, comme je vous dis, le jour et la nuit. Là, je demandais de l'aide, je le prévoyais d'avance. Je préfère maintenant demander de l'aide, quitte à l'annuler, la canceller, puis dire « Ah non, c'est correct, ça va finalement », versus me dire « Je suis capable, je suis capable, je suis capable » et finir en faisant un burn-out finalement, là, un burn-out de ma vie de parent. Donc, c'est vraiment très loin de ce que je veux faire pour moi et pour mes enfants. Donc, ma solution, c'était effectivement de demander de l'aide. Le deuxième conseil maintenant, fie-toi toujours à ton instinct. Si tu as l'impression que ton bébé a quelque chose, obstine-toi. Là, j'ai eu beaucoup d'histoires qui étaient en lien avec ça. C'est souvent en lien avec l'hôpital ou des rendez-vous médicaux ou des rendez-vous quelconques. Donc, c'est vrai que de prime abord, c'est souvent là qu'on a besoin d'advocates pour nos enfants, d'être la personne qui va parler pour eux. C'est encore une fois pas pour démoniser le système médical, mais c'est souvent là, aux urgences, qu'on a besoin de débattre de notre point. Puis ça, bon, c'est sûr que j'en parle beaucoup quand je vais vous parler de, justement, nos virées à l'urgence ou quoi que ce soit. Tu sais, on s'éloigne un peu, justement, de bats-toi pour ton enfant dans un contexte médical, mais aussi dans d'autres contextes. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, quand ton enfant est dans les bras de quelqu'un, puis tu sens que ça déclenche quelque chose en toi, un instinct de maman, ça ne se trompe jamais. Ou presque. On sent des choses que même les papas parfois ne ressentent pas. On les a portés 9 mois, ça crée un lien, c'est un lien très, très, très profond. Et ce lien-là, j'aime me dire qu'il n'est pas là pour rien. Donc, on entend des choses dans notre tête, on ressent des choses dans notre corps pour une raison, c'est qu'ils ne sont pas encore capables de les exprimer eux-mêmes et on doit les exprimer pour eux, que ce soit juste... Ça peut être des choses vraiment banales du quotidien, mais ça peut être des choses super importantes, justement, comme mon enfant n'est pas à l'aise avec tel adulte ou mon enfant est malade puis on ne prend pas au sérieux à l'hôpital. Donc, moi, je suis 100% d'accord avec ça. Fie-toi toujours à ton instinct. Donc, les prochains points sont en lien avec le sommeil, mais je vais quand même les séparer parce qu'ils ont vraiment leurs propriétés différentes. Donc, troisième conseil, ton bébé ne mourra pas de fatigue. Tu peux te permettre une certaine flexibilité dans ta routine de sieste ou de dodo, sans compter les minutes. Moi, ce qui me parlait surtout, c'était sans compter les minutes. Parce qu'ici, à la maison, on est vraiment très routine. On peut, oui, se permettre une certaine flexibilité, mais pour nous, le sommeil de nos enfants, c'est vraiment super important. On fait pas mal tout en fonction de leur sommeil. Là, c'est ma réalité, notre réalité ici à la maison. Je dis pas que c'est la réalité de tout le monde. Mais nous, le week-end, on voit que nos enfants sont vraiment fatigués. À la garderie, ils vont faire des siestes d'1 heure, 45 minutes, et à la maison, ils peuvent se claquer des siestes de 3 heures. Ils ont besoin de ce repos-là pour repartir dans leur semaine, mais aussi dans leur dodo, leur routine. Pour nous, ça, c'est super important. Par contre, la nuance que je trouve importante ici, sans compter les minutes, je suis 100% d'accord. Oh mon Dieu, que ça, premier bébé, encore une fois, très anxiogène pour moi parce quand il dormait 30 minutes versus 1 heure, là, je m'inquiétais vraiment de façon vraiment pas saine. J'étais vraiment super inquiète, mais en réalité, c'est vrai, là, il va dormir quand il va avoir besoin de dormir. Cette inquiétude-là, qu'il n'ait pas dormi assez longtemps, c'était aussi qu'il dorme selon les heures là, vraiment précises. Mais j'ai remarqué avec le temps que parfois, à 10 heures, ma fille, là, je vais donner l'exemple de ma fille n'est pas nécessairement fatiguée à 10 heures, mais attend une quinzaine de minutes puis elle commence déjà à se frotter les yeux, frotter les oreilles, elle montre des signes de fatigue. Donc, un enfant fatigué va te le laisser savoir. Et c'est là que je trouve
important de le mentionner, que compter les minutes, ça peut être super rassurant pour certains parents et ça peut être très anxiogène pour d'autres parents. Le conseil numéro 4, de prime abord, m'a un peu surpris ou fait rire, un peu des deux, mais avec le contexte que la maman m'a expliqué après, j'ai mieux compris. Donc, dors quand ton bébé dort. Moi, cette phrase-là me pue au nez parce que je me dis tout le temps, première des choses, moi, j'arrive pas à dormir le jour. Je le faisais un peu plus quand, justement, là, on parle d'un bébé dans les 2 premières semaines. Là, ça, j'étais capable de faire un petit peu plus de siestes. Mais moi, je suis pas une personne qui fait des siestes le jour. Fait que dors quand ton bébé dort. Moi, ça marche pas. J'ai des choses à faire. Ma charge mentale tourne tellement que non, je suis pas capable de dormir. Pas du tout. Fait que je le mentionne, je le mets out there parce que je sais que je vais me faire répondre ça dans les commentaires ou que vous allez avoir cette réaction-là. Mais par contre, l'histoire qui venait avec ce conseil-là, c'est là que c'est plus parlant. Donc, la maman m'expliquait que dans les premiers temps, là, elle n'a pas spécifié nécessairement peut-être première semaine, premier mois, elle et son conjoint faisaient des tours. Tu sais, ils se faisaient vraiment comme un horaire des blocs horaires pour être de garde, si on veut, pour le bébé. Mais ce qui est quand même normal. Mais moi, je me disais, OK, ben oui, OK, le matin, moi, c'était plus Tristan et la nuit, c'était moi. Non, non, non. Eux autres, c'était vraiment, ils s'empêchaient de dormir pour surveiller le bébé, le surveiller. Donc là, ça m'a fait quand même très rire parce que je me souviens que Tristan faisait quand même ça et ça me fait encore plus rire parce qu'il l'a fait ce week-end. Donc, je me dis qu'on doit vraiment pas être les seules familles qui ont fait ça. Et il faut dire qu'avec un premier bébé, là, nous, c'est le deuxième, on dirait qu'il y a beaucoup d'anxiété qui est partie, mais j'ai été tellement stressée à Mathéo qu'il meurt dans son sommeil. On nous a tellement parlé de la mort subite du nourrisson que j'étais tellement stressée à chaque fois qu'il dormait que je dormais pas beaucoup. Fait que je comprends l'espèce de réflexion en arrière du on prend des tours de garde pour surveiller le bébé. Parce que sans farce, nous, c'était juste qu'on n'avait pas des tours, mais c'était moi qui dormais pas puis qui regardais Mathéo pendant les premières nuits. Donc, vous me direz dans les commentaires si ce point-là vous parle ou non. Mais bref, je trouvais ça bon d'en parler puis d'ouvrir la discussion là-dessus. Le 5e point, moi, je peux pas parler vraiment d'expérience. J'en ai jamais eu besoin, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres qui vont en avoir besoin. Donc, je le mentionne. Faire affaire avec Caro de Maman pour toi, consultante en sommeil 0,5 ans. Tout de suite. Donc, si ça peut vous parler, puis si vous avez des difficultés justement avec ça, les consultantes en sommeil sont là. Et je mettrai le lien de cette consultante-ci dans la caption de cette vidéo-ci si ça peut vous aider. Le 6e conseil ressemble à un conseil que je vous ai mentionné plus tôt, mais il y a une petite nuance que j'aime ici, c'est ton feeling prédomine tout, fais-toi confiance. Moi, c'est le fais-toi confiance ici que je veux qu'on retienne. Donc, on parlait tantôt d'instinct maternel qui peut vraiment s'approprier pour une maman. Là, je parlais justement de l'avoir porté pendant 9 mois, mais c'est pas tous les parents qui ont porté l'enfant, c'est pas toutes les mamans qui ont porté leur enfant. Donc, il y a quand même un feeling un instinct maternel malgré ou paternel malgré qu'on ne l'ait pas porté, qui est important et que je pense que ça vaut la peine de vous dire, faites-vous confiance. Justement, parlant de parents qui n'ont pas porté, j'ai eu un commentaire d'un papa et c'est un papa qui me parle de temps en temps, qui me donne des nouvelles de sa petite famille, puis ça me fait rire parce que je le vois vraiment beaucoup là-dedans. Et son conseil, c'est « tu ne seras jamais prêt ». Et ça me fait rire parce que je trouve que c'est le genre de commentaire ou de conseil que plusieurs hommes se donnent entre eux. Parce que c'est souvent « ah, je suis pas sûre que je suis prêt, je suis pas sûre que je suis prêt ». Et c'est vrai que moi, en tout cas, de mon vécu, j'entends souvent des hommes dire à d'autres hommes « tu seras jamais prêt ». Fait que lance-toi, puis fais de ton mieux, c'est tout ce que tu peux faire. On tombe dans une autre catégorie maintenant du ménage et des tâches ménagères. Donc, on avait un conseil ici qui disait « lâche prise sur le ménage » et je trouvais qu'un autre conseil le complétait bien. Fais les tâches avec bébé en période d'éveil et profite du temps pour toi pendant ces siestes. Ça, c'est un conseil que moi, j'avais reçu quand j'avais fait une petite formation sur le sommeil de Bulle et Pirouette. Puis, c'est vrai que ça m'avait vraiment beaucoup aidé et je me suis rapidement rendu compte que Mathéo, à ce moment-là, c'était avec Mathéo, j'avais fait ça, mais je l'ai refait aussi avec Octavia et le processus se répète. Mes enfants aiment beaucoup, finalement, faire des tâches ménagères. Mathéo, à 3 ans, il est capable de partir le lave-vaisselle, partir une brassée de lavage, partir la sécheuse, puis même se faire du craft dinner. Là, tout ça, là, on s'entend que c'est avec mon support, avec moi. Il fait pas ça tout seul, mais il aime ça quand je l'implique là-dedans. Et on peut comparer à Octavia qui a 9 mois.
je la mets en porte-bébé et elle est hypnotisée par la balayeuse et par la mop. Elle regarde ça, ça la fait rire et elle le regarde. Des fois, elle s'endort parce que justement, ça l'hypnotise pour de vrai. Donc, c'est des choses que j'ai appris à faire avec mes enfants versus avant, je les couchais puis je me dépêchais pendant les siestes à faire toutes mes tâches ménagères. Et ce qui se passait aussi là-dedans, c'est que j'étais fâchée quand que la sieste était trop courte parce que justement, j'avais pas eu le temps de finir mes tâches. Puis là, je savais pas quand est-ce que j'allais pouvoir la finir. Donc moi, ça, non seulement ça m'aidait à me dire « Hey, c'est correct, là, t'es pas obligé d'être couché à terre à journée longue avec eux autres, tu peux aussi faire des tâches. » Puis en plus, ça les intègre déjà à ce monde-là. Et c'est pas nocif pour eux, c'est bon pour toi. Puis en plus, ça va t'enlever l'espèce de frustration que tu as quand ils ne dorment pas assez longtemps pour la durée de ta tâche. Donc moi, ça, effectivement, c'est un conseil que j'ai reçu très tôt dans ma parentalité et j'étais très reconnaissante de l'avoir reçu de la part de Bulle et Pirouette. Un autre conseil aussi en lien toujours avec le ménage et tout ça, c'est faire beaucoup de meal prep. Première des choses, moi ça, je trouve que c'est super important. Pendant que tu es enceinte, moi, ma deuxième grossesse, justement, j'ai arrêté de travailler plus tôt parce que j'avais des signes, mais aussi pour ça, je voulais justement me préparer de la bouffe puis tout avoir en fait en backup si jamais je pars en travail, j'avais des collations, des petits légumes de prêt, ça, mais j'avais aussi des repas pour que pendant qu'on est dans le gros intense du postpartum, puis en plus à apprivoiser les deux enfants ensemble, qu'on se concentre vraiment là-dessus puis qu'on n'ait pas trop de tâches ménagères ou de tâches justement comme la préparation du souper, du dîner, quoi que ce soit en tête. Donc, on a vraiment pu se concentrer sur notre petite famille et ça nous a beaucoup aidé. Ce qui vient à la deuxième partie de ce conseil-ci, et prendre du temps sans trop de visites les premières semaines. Nous, ça, on a eu quand même, je veux pas dire de la chance parce que c'était vraiment une période difficile, là. C'était pendant la COVID, mais je trouve que on a tiré de plus beau de cet événement tragique-là. Il y avait tout l'isolement qui avait sa partie sombre, mais encore une fois, nous, on en a tiré quand même du beau parce que ça nous a permis de rester beaucoup en famille. Les gens ont quand même été respectueux, puis oui, ils ont vu le petit rapidement, mais ils n'ont pas redemandé à le revoir et le revoir et le revoir. Il n'y a personne qui s'est imposé chez nous parce que, justement, il fallait prendre des précautions vraiment supplémentaires avec la situation sanitaire. Donc, c'est quelque chose qui était important pour nous et qu'on a reproduit pour Octavia. Donc, il n'y avait personne d'autre que moi et Tristan et ma doula dans la salle d'accouchement qui était en maison de naissance finalement. Donc, il n'y avait personne qui était là sur le lieu de naissance. Après ça, on est resté dans notre cocon, on est retourné à la maison avec notre petit coco qui était resté là. En plus, c'était pendant le temps de Noël. Donc, encore une fois, les virus puis tout ça, on essayait vraiment de se protéger du monde extérieur. Et c'est quelque chose qui a vraiment été bénéfique pour moi, mon postpartum de maman, mais aussi pour notre petite famille. Donc, si c'est quelque chose qui vient vous chercher, qui vous titille, puis que oui, vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, de recul, juste avec votre petite famille, exigez-le. Faites pas juste le demander, exigez-le, mettez vos barrières parce que c'est quelque chose que vous n'allez pas regretter de faire. Si au contraire, ça ne vous parle pas du tout et que vous êtes mieux justement en étant entouré et tout ça, cette solution-là ne s'applique probablement pas à vous, mais respectez tout de même ceux qui ont besoin de ce temps, de ce recul, de cette bulle-là. Un conseil ici que j'ai trouvé doux, le conseil va comme suit, tout est temporaire. Les difficultés vécues ne resteront pas éternellement. Ça, c'est une phrase que je me... Pas tout à fait cette phrase-là, mais c'est quand même une pensée que je me gardais souvent avec Mathéo, tu sais, dans les passes difficiles. Même aujourd'hui, 3 ans, il y a des petites choses qui sont... il y a des petites choses dans son caractère qui surgissent et ce qui m'aide à passer au travers, c'est justement de me dire... C'est temporaire, ça va passer et c'est comme ça pour chaque phase. Et à un moment donné, on se rend compte que tout passe tellement vite qu'on donnerait n'importe quoi pour retourner en arrière et vivre ça, même si ce ne sont pas tous des beaux souvenirs. On dirait que je me sens comme une vieille matante à chaque fois que je dis ça, mais c'est vrai que ça passe vraiment trop vite. Et dans le moment, quand tout nous semble vraiment trop intense, de se dire que ça va passer, sincèrement, ça l'aide. Une bonne grande respiration, on sait que ça va passer et ça va déjà mieux. Le dernier conseil, je l'ai gardé pour la fin parce que je le trouvais tout aussi beau que les autres, mais celui-là, il y avait un petit quelque chose qui, je pense, va vous parler. Donc, l'important, c'est de faire de son mieux, aussi simple que ça. Le but, c'est pas d'être parfait, mais d'être présent et d'être aimant. C'est absolument ça, puis c'est autant ça dans notre parentalité qu'entre nous, dans notre communauté de parents, d'être
présent, constant, bienveillant envers les autres. Et c'est pas parce qu'un parent n'a pas la même façon de penser que nous sur... il y a tellement de sujets où on peut ne pas avoir la même opinion, mais c'est de se respecter ensemble. Mais si on revient vraiment au cœur de notre parentalité, je pense qu'il n'y a rien qui parle plus que l'amour qu'on peut avoir pour un enfant, puis d'y aller dans le respect autant pour soi que pour notre enfant. Donc, dans tout ça, j'aimerais quand même savoir votre conseil, le conseil que vous aimeriez donner à un nouveau parent, donc qui vous demande, bien évidemment, là, ce sont des conseils demandés dans la bienveillance et rien d'imposé, mais ce serait quoi un conseil que vous auriez aimé vous recevoir? J'ai hâte de vous lire dans les commentaires et sinon, on se dit à la semaine prochaine.